arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content aujourd'hui parce qu'on va parler de cinéma au pluriel d'Afrique et particulièrement d'un pays, le Nigeria. C'est pourquoi? Parce que ce livre, Nollywood, le cinéma nigérian de 1991 à 2021, c'est édité chez l'Harmattan. Ça a été pensé et écrit par Françoise Ugochukwu et c'est dans la collection Images plurielles, scènes et écrans. Vous pouvez trouver tout dans le descriptif de cette vidéo. Et Françoise est là pour nous en parler. Je sais qu'elle est quelque part en Angleterre. Et donc, merci beaucoup en tout cas pour votre patience et d'être là pour nous parler de cinéma. Je vous pose une question godardienne. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Bon, donc je répète, Françoise Ugochukwu, c'est Nollywood, le cinéma nigérian, 1991-2021, c'est édité chez l'Harmattan et tout est dans le descriptif de cette vidéo. Je vais quand même vous présenter. Alors, en quatrième de couverture, et vous êtes africaniste habilité à diriger des recherches. Vous êtes actuellement Research Fellow à l'Open University du Royaume-Uni, après avoir enseigné 24 ans à l'université de Nsukka au Nigeria. Et votre domaine de recherche couvre plus spécialement le Nigeria, Nollywood, les études Igbo et l'interculturel. La première question que j'aimerais vous poser, elle est un peu indiscrète, mais tant pis, hein, c'est pas grave. Comment s'est passé, comment s'est déroulé la première fois où vous avez inscrit dans votre propre histoire du cinéma le cinéma nigérian? Comment ça s'est passé? C'est arrivé de manière très originale parce que je ne suis jamais rentrée dans les boîtes, moi. Donc, j'étais au Nigeria depuis de 72 à 96 et j'étais dans une zone rurale. L'université du Nigeria, qui est appelée comme ça parce que c'était la première université après l'indépendance, était dans une zone rurale très éloignée de tout centre urbain. Donc, on est à 70 miles de la capitale de l'État d'Enugu. Donc, on avait la télévision au départ. On recevait les émissions de télévision jusque dans les années 80. Et puis, à un point, le système de la télévision n'arrivait plus parce que c'est une zone de collines et le système n'était pas assez puissant à Enugu pour pouvoir arriver chez nous. Ce qui fait qu'on n'a plus reçu les émissions de télévision. Donc la télévision, la boîte est devenue une manière de regarder ce qui était à l'époque des cassettes VHS. Et donc c'est à ce moment-là que le Nollywood a commencé en 92 et on a tout de suite acheté des cassettes au marché parce que c'était la seule distraction vraiment. Donc quand il y avait de l'électricité, c'était pas tout le temps, on mettait les cassettes et on regardait. Et il y avait aussi des séries télé qui avaient passé avant, en particulier le premier roman d'Achebe qui avait été mis en série télévision. Et c'était très beau, on aimait beaucoup, tout le monde regardait. Et après, on a continué à regarder ces films. Et puis, je suis rentrée en Europe et je n'ai plus trop pensé à Nollywood. Bon, je regardais des cassettes, hein, mais jusqu'à ce que j'arrive à l'Open University en 2005, quand j'ai changé, j'ai déménagé, j'étais dans une université au nord de l'Angleterre, je suis arrivé au sud, et le directeur de l'Institut d'études africaines de l'université m'a dit « Oh, je voulais faire quelque chose sur Nollywood, je ne connais pas trop, mais vous venez du Nigeria, est-ce que vous voulez vous associer à moi ?» Et j'ai trouvé que c'était vraiment un cadeau, un magnifique cadeau. Et je me suis dit « Oui, j'étais fan, j'étais public, et ben, maintenant je vais devenir chercheur. » Bien sûr, ça s'est greffé sur ma connaissance de la culture Igbo, des cultures nigérianes et de mon intérêt pour le pays. Mais c'est ça, c'est que
quand vous aviez découvert ces films-là, mais aussi les séries, est-ce que donc à cette époque-là, dans les années 90, est-ce que vous les regardiez, non pas forcément qu'avec des yeux de spectatrice, mais peut-être un peu plus? Est-ce que vous commenciez déjà un peu à développer une certaine réflexion là-dessus ou il a fallu attendre 2005 vraiment pour vous poser et voir ce qu'il en était? Je ne, je ne réfléchissais pas de manière académique, disons, Mmh. dessus, mais je recevais ça comme nigériane, puisque je suis mariée à un Nigérian Mmh. et vraiment intégrée dans le pays. Donc je regardais ça, d'ailleurs pas toute seule, on regardait ça en famille et nous avions un certain nombre d'enfants euh, pas adoptés, mais confiés, qui, Mmh. nous, qui étaient dans la maison. Donc ça faisait quand même un public important. Et on regardait ça en général ensemble, on parlait, on faisait des commentaires, comme on fait au Nigeria. On ne regarde pas ça en silence. On fait des commentaires, on dit oh, pourquoi est-ce qu'il a dit ça, mais comment bon. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Mais bien sûr, en même temps, je réfléchissais, étant chercheur, je réfléchissais sur tout ça. Je me disais, ça c'est vraiment intéressant. Et donc, ça a mûri, le projet a mûri en moi, mais de manière semi-inconsciente, je dirais. Alors, quand on dit Nollywood, on pense tout de suite, et bien évidemment, au cinéma nigérian, ce qui est tout à fait logique, mais en même temps, c'est un aspect du cinéma nigérian. Moi, j'aurais voulu savoir à partir de quand exactement on peut dater le début du cinéma nigérian et Nollywood est arrivé vraiment quand exactement et surtout que signifie Nollywood? Oui, donc Nollywood, c'est un mot qui a été créé par un journaliste étranger, c'est-à-dire non nigérian. Mais je parle dans mon avant-propos, dans mon livre, de l'ouvrage pionnier sur le cinéma nigérian qui a été publié en 84. Et ça, c'était écrit par Françoise Balogun, qui est aussi une épouse nigériane, mais qui est bien sûr française, et dont le mari était cinéaste à l'époque, un cinéaste yoruba, donc du sud-ouest du pays. Et lui avait, comme je le dis là, dramaturge, poète, essayiste. Il était le pionnier du cinéma du pays. Mais ces films, qui ont été d'ailleurs en Igbo, en Yoruba, il a utilisé au mieux les langues qu'il maîtrisait, nigériane et française et anglaise, bien sûr, sont enracinées dans la culture yoruba. Donc il a publié, il a sorti plusieurs films, mais à l'époque, les films n'étaient pas vus dans tout le Nigeria. Parce qu'au Nigeria, c'est un grand pays et il y a différentes cultures cinématographiques. Et les Yoruba, la culture Yoruba est une culture urbaine. Il y a énormément de grandes villes comme Ibadan, bien sûr, mais d'autres aussi. Et les gens là avaient une culture d'aller au cinéma. Alors que en Pays Ibo, au sud-est, qui était juste sorti de la guerre du Biafra en 70, il n'y avait pas à l'époque vraiment de culture de cinéma. Les gens, il y avait une certaine insécurité encore d'après-guerre. Hein, beaucoup de gens avaient des fusils, il y avait des bandits armés. Donc les gens ne sortaient pas trop de chez eux, à part bien dans les villes. Hein, mais en dehors de ça, les gens avaient tendance à acheter ces cassettes et à les regarder à la maison. Donc avant ça, il y avait eu bien sûr des films empruntés à l'étranger. Oui. Je n'en ai jamais vu, donc je ne peux pas dire, puisque moi, j'étais sur un campus, on sortait guère le soir, il y avait un accord tacite de, de rester chez soi. Hein, et donc, il n'y avait pas vraiment une culture de cinéma développée. Donc, les films de Balogun, eux, ils étaient certainement vus, probablement bon, à Lagos, bien sûr, et dans de grandes villes Yoruba, mais ils n'étaient pas le cinéma de tout le monde. Et puis, il y a eu donc une période d'insécurité qui s'est développée et qui a été empirée par la situation économique du pays. Euh, le, euh, la Banque mondiale, je cherche les mots, la Banque mondiale a prêté de l'argent au pays et il y avait des conditions attachées. Et ils ont dévalué la monnaie. Et ça, c'était une catastrophe cosmique au Nigeria.
parce que tout s'est arrêté. Par exemple, les universités ne pouvaient plus acheter des livres et des machines et tout ce dont ils avaient besoin à l'étranger. Les relations avec l'étranger ont été très diminuées, et dans notre université, qui était l'ancienne université Biafraise, la situation était encore bien pire politiquement. Ce qui fait que on était pauvres, disons. On était assez coupé du monde, et bien sûr, à l'époque, l'électricité était quasi nulle, on n'en avait même pas un tiers de la journée. L'eau était quasi absente, 30 minutes par jour. Bien sûr, pour manque d'électricité voulait dire impossibilité d'utiliser des ordinateurs. Il y en avait, mais ils étaient restés dans les cartons. Le téléphone ne marchait pratiquement pas, et à l'époque, il n'y avait pas encore de portable. Donc, on était vraiment isolés, repliés sur nous-mêmes dans cette université particulière. Donc, quand l'insécurité s'est développée dans tout le pays, le cinéma que promouvait Balogun et d'autres est devenu très difficile. Les gens trouvaient difficile maintenant de sortir de chez eux le soir après le travail et d'aller au cinéma. Et bien sûr, vous savez que nous sommes près de l'équateur, là, et donc la nuit tombe très tôt. Entre 6h et 7h, toute l'année, c'est la nuit noire. Si vous n'avez pas d'électricité, vous restez chez vous. Donc, c'est comme ça que ce cinéma Nollywood s'est développé. En fait, ce qui s'est passé au départ, mais tout le monde le sait, ça a été raconté, c'est quelqu'un qui vendait des cassettes vierges et qui s'est dit, peut-être que je vendrais mieux si j'y mettais quelque chose dessus. Et il a filmé quelque chose qui est devenu le premier film. Et après, ça a été l'engouement, parce que les gens, ils répondaient à un besoin fantastique. Les gens n'avaient rien à se mettre sous la dent la nuit. Et donc là, c'était idéal. On pouvait mettre ça à la maison, et pourquoi sortir, et c'était bon marché. Et donc, ça s'est développé comme des petits pains. Tout le monde, tous les Nigérians regardent des films de Nollywood aujourd'hui. Mais bien sûr, ça a changé. C'est parti de VHS pour devenir des VCD, qui est un type d'hybride, et puis DVD, et bien sûr, aujourd'hui, les gens vont au cinéma. Mais dans ces premiers films, ça racontait quoi? Ça racontait... le premier film, c'était Living in Bondage. C'était l'histoire de quelqu'un qui cherchait à décoller financièrement et autres. C'est un jeune marié, il est pauvre comme Job, mais il a des amis qui sont ultra riches. Et bien sûr, ça le fascine. Et il dit à sa femme, pourquoi est-ce que je dois mendier alors que j'ai des amis qui sont si riches? Et finalement, il rencontre quelqu'un, un de ses amis, qui lui dit, est-ce que tu es prêt à tout pour devenir riche? Il dit, ah oui, je suis prêt à tout. Et il embarque dans une société secrète. Et à l'époque, les sociétés secrètes étaient très, très importantes, partout. C'était des sociétés qui étaient hybrides, là aussi, un mélange de sociétés secrètes locales, ou Yoruba, par exemple, et puis le genre de francs-maçons. Et donc, ces sociétés étaient basées sur le crime, en fait. Donc, il fallait payer en sacrifiant quelqu'un. Donc, c'était basé sur le sacrifice. Donc, il donne quelqu'un, il donne sa femme. Sa femme est sacrifiée par sorcellerie au cours d'une réunion de cette société, et il devient ultra riche, mais avec des ennuis épouvantables. Voilà. Et d'ailleurs, oui, pardon, excusez-moi, je vous en prie. Le film de 92 a eu une suite, miraculeusement. En 2019, quelqu'un a décidé d'écrire la suite, et en fait, c'était magnifique. C'est une très, très bonne suite. Mais c'est là où c'est assez perturbant. Mais restons au tout début du Nollywood. Comment les financements étaient oui, comment ils cherchaient les financements, alors la distribution, je pense qu'elle ne restait pas uniquement autour des marchés. Comment ça s'est développé, comment c'est devenu une véritable industrie, et qui est d'ailleurs aujourd'hui
si je ne me trompe pas, enfin, la première industrie de cinéma au monde. Qu'est-ce qui a fait que c'est… Et après, je vous poserai une autre question sur la réceptivité des spectateurs, parce que ça aussi, il y a un paradoxe, mais vous allez voir, enfin, vous en parlez dans le livre. Donc, comment ça s'est développé tout ça? Ça s'est développé d'abord, bien sûr, c'était pas les acteurs n'étaient pas des spécialistes, ils n'étaient pas, ils étaient pas des professionnels, hein. Mais les Ibo sont très entreprenants. Et là, au départ, il y avait beaucoup plus d'Ibo que d'autres ethnies. Mais aujourd'hui, Nollywood couvre tout le sud. Et puis, vous savez qu'au nord, il y a une autre industrie cinématographique qui est Kannywood, qui est très différente et qui est vraiment impactée par l'islam. Donc là, nous parlons de Nollywood, qui est le sud. Donc, au départ, il n'y avait pratiquement que des Ibo parmi les acteurs. Et ces gens se sont formés sur le tas. De bouche à oreille, on les invitait, ils jouaient. Et beaucoup étaient des acteurs qui sont devenus aujourd'hui des célébrités, voire même internationales, du point de vue de la diaspora nigériane. Ils sont connus comme le loup blanc, on écrit des articles sur eux, comme Olu Jacob et beaucoup d'autres. Donc, ensuite, pour le financement, tout était arrangé la petite semaine. Donc, par exemple, on demandait aux acteurs de venir avec leurs propres vêtements, leurs propres costumes. On empruntait la maison, on choisissait généralement de belles maisons, mais ce n'était pas toujours le cas, ça dépend des sujets, qui appartenaient à des gens qu'on connaissait et qui prêtaient leur maison. Aujourd'hui, il y a des maisons qui sont construites par des millionnaires nigérians et qui sont louées le jour ou à la semaine ou au mois à des compagnies cinématographiques. Mais à l'époque, donc, ça commençait petit. Ensuite, on faisait ça beaucoup dans la rue. Si vous regardez ces films, vous voyez qu'ils ressemblent, en fait, ils sont nés en partie du théâtre ambulant Yoruba. Et donc, ce qu'on voit, c'est que il y a des scènes qui se passent dans la maison et qui sont des scènes statiques. Quelqu'un est là dans un salon en train de parler. Ça pourrait se passer au théâtre. Et puis, beaucoup de scènes qui sont dans la rue et qui ressembleraient un peu au théâtre de la Nouvelle Vague française. Vous voyez la caméra qui se déplace, hein, donc, au départ, les budgets étaient très serrés. On faisait de son mieux pour ne pas dépenser. Les gens prêtaient, enfin, offraient la nourriture aux équipes et souvent, c'était assez rationné. Hein. Mais en fait, les producteurs et les réalisateurs y allaient de leur poche. D'accord. Et après, ils vendaient le master de la cassette. Et puis, les gens qui gagnaient, en fait, ce n'était pas eux. Ils ne récupéraient souvent pas l'argent qu'ils avaient dépensé, mais les marketeurs, les gens qui distribuaient, les distributeurs, c'était eux qui gagnaient. Mais comme c'était très bon marché, bon. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, dans un premier temps, c'était distribué via des cassettes vidéo. C'était pas encore dans des salles de cinéma. Non, c'était parce qu'il n'y avait pas vraiment de cinéma. Mais petit à petit, quand la situation économique et surtout politique du pays s'est améliorée, vous savez qu'on a eu des séries de régimes dictatoriaux militaires jusqu'en 99. En 99, ça a été l'ouverture à des régimes civils. Et donc, la situation s'est légèrement améliorée. Pas ce qu'on rêve, mais ce dont on rêve, mais bon. Et aujourd'hui, la grande partie de la production nollywoodienne est distribuée dans des salles de cinéma. Ah oui, des multiplexes. Ouais. Mais ça, c'est surtout dans les villes, bien sûr, hein, puisqu'il n'y a pas de villes partout. Le pays est en milieu Yoruba, au sud-ouest, il y a beaucoup plus de villes importantes, avec un habitat groupé. En pays Ibo, l'habitat est quand même assez dispersé encore, mais l'habitat urbain se développe à très grande vitesse. Et donc, partout où il y a une urbanisation, il y a des multiplexes qui offrent des films. Et il y a aussi parmi les producteurs de cinéma et
les gens qui tiennent les cinémas, il y en a qui reviennent d'Angleterre ou de Grande-Bretagne et qui savent comment ça marche. Et alors, il y a des cinémas avec du pop-corn, avec tout ce qu'on connaît ici en Angleterre se trouve là-bas. Voilà. Et ils ont énormément de gens, beaucoup de jeunes bien sûr, mais d'autres aussi, qui viennent au cinéma pour avoir cette expérience qui est très différente bien sûr. Mais Nollywood n'est pas représentatif de tout le cinéma nigérian? Pratiquement aujourd'hui, oui. Mais c'est un cinéma qui a beaucoup évolué de manière technique également. Hein. Il c'est plus un petit truc bricolé, artisanal, comme auparavant. Mais il faut toujours se rappeler que le Nollywood est le cinéma du Sud. Hein. Et bien sûr, aujourd'hui, de nombreuses ethnies se sont venues à Nollywood. Donc, elles sont toujours à l'intérieur de Nollywood, mais maintenant, on a des poches qui s'appellent d'autres noms, hein, Edowood ou différentes choses, pour marquer que ce sont des ethnies particulières qui tiennent ce département-là. Donc, on a Nollywood comme parapluie, et puis à l'intérieur de Nollywood, on a différents cinémas qui se développent. Le Nollywood, le cœur de Nollywood, qui est Igbo, Yoruba, avec d'autres ethnies agrégées, mais qui est vraiment nigérian. Et puis d'autres ethnies qui commencent à faire leur cinéma pour montrer leur culture dans leur langue. Parce que Nollywood est surtout un cinéma en anglais. En anglais du Nigeria, mélangé bien sûr avec, comme au Nigeria, qui est un pays multilingue où on a le codage linguistique, et donc on parle anglais nigérian, broken, pidgin. Mais donc, il y a beaucoup de cinéma en langue nigériane qui se développe à l'intérieur de Nollywood aujourd'hui. Et puis au nord, comme je disais, on a Kannywood qui est très différent. Alors, on a tendance à croire, et d'ailleurs moi le premier, et hors caméra, lors d'un message vocal, vous me disiez le contraire, et c'est tout à fait normal parce que même dans le livre, il s'est écrit. Mais on a tendance à dire que c'est la première industrie de cinéma au monde, et très souvent on dit oui, mais c'est paradoxal parce que c'est peu vu, alors que c'est faux. Effectivement, dans certaines régions du monde, c'est peu vu, mais ce cinéma-là est sorti du pays, donc il est énormément vu. Ah oui, oui, mais il est vu de manière... Bon, c'est vrai que c'est un cinéma qui ne fait pas... qui ne s'excuse pas. Bon, c'est une des choses que j'aime beaucoup dans ce cinéma. C'est un cinéma qui ne s'excuse pas d'être nigérian. Et il dit, ben, vous me prenez comme je suis. Hein, comme moi, je suis arrivé au Nigeria, et les gens ne faisaient pas d'efforts pour me traduire ce qu'ils voulaient dire ou m'expliquer telle ou telle coutume. Je le voyais et puis c'était à moi de gérer. Hein. Et c'est la même chose avec le cinéma. Donc ce cinéma est surtout vu par les Nigérians, à l'intérieur du pays bien sûr, mais aussi dans la diaspora, qui est une diaspora mammouth, hein, c'est énorme. Donc il y a énormément de Nigérians aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais bien sûr aujourd'hui partout, en Norvège, en Islande, au Japon, ils sont partout, et surtout des gens du Sud, Igbo et Yoruba. Et ils regardent leur cinéma. Mais il y a également d'autres gens qui regardent le cinéma. C'était en 2009 que j'ai fait une enquête en France préliminaire pour voir qui regardait ces films. Et en fait, les Français, les Franco-Français ne les regardaient pas, ils ne les connaissaient pas. Par contre, tous les gens qui étaient liés d'une manière ou d'autre au Nigeria, par exemple, ayant marié un ou une Nigériane, un journaliste, Julien Hamelin, qui s'intéressait au Nigeria, qui a fait une enquête dessus et qui a commencé à regarder des films. Ces gens-là regardaient des films. Et puis, on a eu... Nollywood est arrivé en France avec un bouquet à la télévision. Et à ce moment-là, la télévision française, cette chaîne de télévision, a décidé non pas d'utiliser des sous-titres, mais de doubler les films en français, ce qui était vraiment étrange. Mais, oui.
en fait, on y perd au doublage, mon opinion. Mais ça a attiré d'autres gens à regarder. Mais c'est difficile de casser cette barrière entre le Nigeria et, bien sûr, en France, il y a l'anglais du Nigeria, bon, que bien sûr le doublage aide à sauter, mais même par exemple, j'ai fait une enquête il y a quelques années auprès de mes collègues de l'Open University en Angleterre, et je leur disais, vous allez regarder un film, et leurs commentaires montraient qu'ils étaient presque à côté de la plaque, ils n'arrivaient pas à rentrer vraiment dans le film, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient étranges pour eux. Je dirais peut-être la même chose de la culture française. Par exemple, si oui. vous êtes français, même si vous n'êtes pas catholique, le catholicisme a imbibé la littérature, la langue, tout, et on ne peut pas vraiment comprendre sans connaître tout ça. De la même manière, les cultures nigérianes sont des cultures de haut niveau qui ne s'expliquent pas. Elles sont là, latentes, dans tout ce qui est produit, et c'est aux gens à décrypter ce qui est difficile à faire. Vous évoquiez le catholicisme. J'aimerais vous poser la question du rapport à la religion dans Hollywood. Est-ce que c'est un rapport qui est très, très fort? Oui, c'est très fort. Mais comme au nord, l'islam domine Kannywood, et en ce moment, Kannywood est en mauvaise posture du fait de la violence, hein, mais au sud, les gens sont très, très religieux. Tout le monde croit en Dieu parce que les gens viennent de la religion traditionnelle. La religion traditionnelle qui ressemble un peu au catholicisme, tout en étant très différente. C'est-à-dire que vous avez un Dieu qui domine, Chukwu, et puis vous avez des divinités intermédiaires et le culte des ancêtres. Mais tout le monde croit. Et tout le monde sait qu'il y a des forces mauvaises. Il n'y a personne qui doute de ça. Ensuite, les missionnaires sont arrivés, ils ont prêché l'évangile, et beaucoup de gens aujourd'hui au Nigeria sont catholiques, protestants, pentecôtistes, non. Mais la religion traditionnelle n'a jamais quitté les gens. Beaucoup de gens sont un peu des deux. Oui. Donc, ça se manifeste dans les films. Par exemple, ce que je disais à propos de Living in Bondage, ce qui se passe, c'est que donc cet homme qui était pas vraiment, bon, il n'était pas chrétien, hein, il était juste un homme ordinaire qui croyait donc à la religion traditionnelle. Et puis, la religion traditionnelle qui ne demande pas d'aller dans un lieu de culte. Ça se passe à la maison. Hein. Donc, il était là, après il est tombé de Carib en Scylla, et finalement, dans le second film, on voit qu'il est devenu pasteur. Et une terreur pour le diable. Et beaucoup de ces films qui traitent du rapport à la famille, les difficultés de la famille, la polygamie, beaucoup d'autres choses, on y voit l'opposition entre le village et la religion traditionnelle d'une part, et puis la ville, la modernité et le christianisme. La majorité du temps, c'était les protestants, ou avec le pasteur, par exemple. Donc les mauvais se convertissaient, ils étaient délivrés au cours de cérémonies de délivrance, et ils devenaient chrétiens et tout s'arrangeait, ou bien ils mouraient parce qu'il fallait qu'ils meurent, puisqu'ils avaient péché. Hein. Mais les catholiques ont fait aussi leur film, donc, où on voit maintenant le prêtre charismatique qui prend la place du pasteur. Et quelquefois, vous avez dans le même film le dibia de la religion traditionnelle qui est à la fois médecin et diseur de bonne aventure, mais pas exactement comme ça, mais c'est l'idée. Hein. Et puis le pasteur pentecôtiste et le prêtre catholique. Donc la religion est là. Et c'est la foi, vraiment, c'est la foi. Est-ce qu'au sein même de Nollywood, il y a des strates indépendantes, c'est-à-dire une espèce de cinéma indépendant, ou est-ce que Nollywood a toujours été un cinéma indépendant? Qu'est-ce que vous entendez par indépendant?
quand on dit Nollywood, on pense effectivement un peu à Hollywood. Et donc, il y a des espèces de grands studios comme ça. Et puis ensuite, le cinéma américain, il y a eu des déclinaisons. Des gens ont pu faire des films de manière assez indépendante financièrement et dire des choses peut-être qui peuvent aller à l'encontre de la censure. Est-ce que au sein même de Nollywood, aujourd'hui, hein, aujourd'hui, j'entends bien, aujourd'hui, est-ce qu'il y a comme ça des électrons libres dans cette cinématographie de par ce qu'ils disent du pays, donc de la société, mais aussi dans leur manière de faire des films, dans leur manière de faire de la mise en scène? Est-ce qu'il y a comme ça des électrons libres? Il n'y a que des électrons libres. Les Nigérians sont des gens très indépendants, très fiers, qui ne se soumettront pas. Je parle des gens du Sud toujours. Et donc, les producteurs et réalisateurs de Hollywood sont tous des gens libres. Et ils disent absolument tout ce qu'ils veulent. Et bien sûr, il y a un couac, c'est qu'il y a une société de censure, un organisme de censure qui doit approuver les films avant qu'ils ne sortent. Et cet organisme qui est fédéral, donc qui représente l'ensemble du pays, est très strict. Et il y a des choses qui ne sont pas tolérées et qui ont très longtemps gêné la production des films. Par exemple, les gens sont très sensibles aux relations interethniques et entre l'islam et le Sud. Et donc, tout ce qui rappelait de près ou de loin les pogroms, dont le pays a souffert depuis l'époque coloniale d'ailleurs, et puis toutes les relations mauvaises entre Nord et Sud, en particulier la guerre, tout ce qui rappelait tout ça était interdit. Donc, par exemple, une réalisatrice a été obligée d'effacer ou de diminuer une scène d'un film qui parlait plus ou moins de la guerre, mais qui avait mis en scène une émeute au nord, où on entendait les gens dire quelque chose de particulier, et les gens ne voulaient pas la laisser sortir ça. Le film également, qui est sorti après le livre, après le roman Half of a Yellow Sun de Chimamanda Adichie sur la guerre, hein, a dû attendre un certain temps avant d'être mis en scène et sorti, le film, parce que le livre était très cru vis-à-vis de la guerre. Et elle est Igbo, elle connaissait bien, hein, et beaucoup de choses, le film a été édulcoré énormément. Il y a beaucoup de choses qui sont passées à la trappe pour que le film puisse sortir. Donc ça, c'est un angle. En ce qui concerne le reste, il y a des choses qui sont interdites. Vous savez que, par exemple, les relations de même sexe, donc homosexualité et le reste, sont interdites au Nigeria. Et ce n'est pas juste interdit par une loi qui a été signée vers 2017-2018, mais tout le pays est vraiment violemment contre, de manière générale, monsieur tout le monde, ce qui fait que ça ne va pas passer. Alors, par contre, il y a des cinéastes qui ont décidé de passer outre. Parce que pour elles, ce sont des femmes, généralement, et en particulier 2 femmes qui ont décidé de faire un film. Elles savaient que leur film ne serait jamais approuvé par la commission de censure. Elles savaient également que ce film serait interdit et qu'elles seraient emprisonnées. Et par conséquent, elles ont lancé leur film, je crois, sur YouTube. J'ai oublié le titre, mais bon, c'est un film homosexuel. Donc, il y a aussi des films homosexuels qui sont sortis, mais avec une optique particulière que j'ai étudiée d'ailleurs dans un des chapitres de mon ouvrage, qui parle de, voilà, on vous montre ça, mais c'est pour le condamner. C'est pour vous dire que c'est très mauvais et qu'il ne faut pas aller là-bas. Mais en même temps, on se sert de ça comme d'appât commercial. Parce que les gens sont à la fois choqués et fascinés, hein, comme souvent. Donc, ils vont dire, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, les pochettes de VCD de ces films trompaient leur public parce qu'on montrait quelque chose qui était choquant, mais en fait, à l'intérieur, le résumé de ces affaires, c'est que voilà pourquoi ces gens sont devenus comme ça. C'est pas leur faute, ils ont été endoctrinés par l'étranger ou bien ils essayaient de sortir d'une situation difficile, de violence conjugale ou autre, et c'est pour ça qu'ils étaient là-bas. Bon, il n'y a qu'à réparer la famille et tout ira bien, voilà. Donc,
il y a des choses qui ont été interdites. Mais les gens sont arrivés à sortir quand même, et il faut dire que des milliers de films, depuis le début, sont sortis sans être passés par la commission de censure. C'est possible, parce qu'au Nigeria, tout est possible. Ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre. Encore deux questions. Est-ce qu'il y a eu des répercussions de cette cinématographie-là sur le territoire africain, mais aussi sur l'Occident, pardon. Alors, je parle de l'Occident parce qu'il y a un lien très fort avec l'Angleterre. C'est pour ça que je me permets ce rapport. Et quand je dis répercussions, j'entends par distribution de ces films à l'étranger. Voilà, dans les salles de cinéma, mais à l'étranger. Est-ce qu'il y a des répercussions? Ah oui, énormément. Donc, par exemple, ces films ont pour but, ce ne sont pas des films comme les films de Nollywood ou les films occidentaux, dans le sens qu'ils combinent loisirs et éducation. Ils ont une vocation didactique très, très ancrée, très forte, qui fait partie de l'ADN nigérian. Et donc, ils veulent éduquer, et pour ça, ce qu'ils cherchent à faire, c'est ils sont très proches de la réalité. On pourrait croire que ce sont des documentaires, mais ce sont des personnages fictifs. Et la trajectoire du scénario fait qu'il va y avoir une morale à la fin. Et ces films sont très gestuels, très importants. En fait, il y a énormément, il n'y a pas que, la parole, mais il y a aussi, bien sûr, la gestuelle, il y a la musique, les chants, chaque film a un chant thème qui rappelle comme les chants des chœurs grecs, d'Eschyle, par exemple. Et donc, ces films permettent à un public qui ne serait pas ni Igbo, ni Yoruba, ni nigérian, de suivre. Beaucoup de gens disent, oui, je vois ce qui se passe et je peux suivre. Et ils ont attiré, depuis les débuts, un public africain qui partageait beaucoup de ces sujets. Le problème de la famille étendue, de la polygamie, des violences, des enfants confiés, de la guerre, beaucoup d'autres choses, qui partageaient ça avec le Nigeria. Et donc, moi, parmi ma famille étendue, une de nos filles s'est mariée à quelqu'un qui vient dont les ascendants sont congolais. Donc, lui, il ne connaissait pas l'anglais au départ, il habite en France, ils sont en France. Et il a commencé à regarder ces films parce que pour lui, ça faisait sens. Et aujourd'hui, ce que je raconte également dans un des chapitres de mon livre, c'est que Paris est devenu la plaque tournante commerciale de ces films de Nollywood où les Français négocient directement avec les producteurs et les réalisateurs nigérians de doubler ces films ou d'en faire le sous-titrage et les revendent dans toute l'Afrique. Donc en particulier en Afrique de l'Ouest, mais pas que, puisque ces films ont eu un impact énorme d'abord, avant même l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, il y a toujours eu une concurrence entre Ghana et Nigeria, il faut dire ça, et beaucoup de ces films sont des collaborations entre Ghana et Nigeria, parce que le Ghana achète ça sur les marchés partout, hein, avant même avant le cinéma. Mais en Afrique australe, ces films se sont aussi vendus. En fait, ces films suivent les Nigérians dans leur pérégrination. Et à mesure que ces films se vendaient en Zambie, dans tous ces pays-là autour, ça a été un défi pour les autochtones de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on doit attendre les Nigérians? Et ils ont commencé à produire leurs propres films sur le même modèle. Et une collaboration cinématographique de bonne qualité s'est établie entre le Nigeria comme mentor et ces réalisateurs et producteurs d'autres pays qui venaient pour des séminaires, des rendez-vous où ils apprenaient comment faire des films. Et puis aujourd'hui, par exemple, maintenant, on développe des films à partir de votre téléphone. Hein, j'ai assisté à la SOAS à Londres, à un colloque sur Nollywood où il y avait 2 après-midi qui étaient « Alors voilà comment faire votre film. Vous n'avez pas besoin d'un énorme budget, comptez rien, comptez sur personne. Vous serez libre, vous ferez tout ce que vous voulez. Prenez votre téléphone. »
Et quelqu'un d'ailleurs l'a fait pendant la pandémie, Obi Emelonier, qui est un cinéaste Igbo qui habite à Londres, qui a fait un film. Il se demandait comment fonctionnait pendant la pandémie. Sa femme était en vidéo, en Zoom. Et il s'est dit, tiens, pourquoi pas? Et il a fait un film comme ça, avec une autre personne à la gosse. Et l'autre, c'était une histoire de deux mariés, de deux fiancés qui sont coincés par la pandémie. Et ça, son film, il a mis direct sur YouTube, celui-là. Parce que c'était un short, un court-métrage. Et ça a eu un succès incroyable. Donc, ces gens sont tous indépendants. Leur budget varie énormément. Il y a des gens qui ont maintenant réussi, surtout quand leurs films se montrent au cinéma, dans les salles, à accumuler un capital et ils ont de gros budgets. Il y a aussi des coproductions avec, par exemple, la Norvège, qui a fait un très beau film qui s'appelle, je crois, Le Café, et d'autres gens avec l'Italie sur le problème de la prostitution, etc. Mais il y a aussi des films qui continuent de se faire à très petit budget et qui circulent seulement en cassette. Mais plus VHS aujourd'hui, mais d'autres. Donc, c'est un cinéma énormément indépendant. Et j'avais interviewé Mélonier qui m'avait dit ne croyez pas ce que les gens racontent, nous n'avons pas de sponsors. Surtout pas de sponsors occidentaux. Notre cinéma, c'est un cinéma indépendant que nous gérons avec nos budgets, avec nos mécènes locaux. Je répète, Françoise Uguchukwu, c'est Nollywood, le cinéma nigérian de 91 à 2021. C'est édité chez l'Harmattan dans la collection Images plurielles, scènes et écrans. Une dernière question, que j'aurais dû commencer par ça d'ailleurs, dès le début du livre, dès le début de l'émission pour parler de l'intériorité du livre. Quand on lit le livre, on s'aperçoit que c'est comme si c'était une espèce de carnet de route. On sent que c'est voilà, il y a eu un long travail, et d'ailleurs, c'est pas fini, j'en suis persuadé. Mais dernière question, comment en 2005, quand vous avez commencé à le penser, ce livre, comment vous avez approché cette cinématographie pour que la structure que nous connaissons, qui est dans le livre, puisse exister? Comment on approche ça? Pour moi, c'était comme, je ne sais pas comment on dit ça en français, mind map. Vous savez, c'est un système que les gens utilisent pour réfléchir. Où vous mettez par exemple une bulle avec Nollywood au milieu, et puis vous avez des petites bulles. Oui, oui. Et c'était un peu comme ça dans mon esprit, où si vous regardez la table des matières, vous voyez qu'on a d'abord l'évolution, une espèce d'évolution des films vers un canon, et puis après, j'ai essayé de penser comment ces films s'étaient développés progressivement de l'intérieur vers l'extérieur, du Nigeria vers la diaspora, et qu'est-ce qu'ils avaient ramassé en route, quelle évolution avait été imposée à ces films par l'expérience de la migration. Et ensuite, j'ai commencé à me dire, bon, mais il y a aussi les Occidentaux qui regardent Nollywood. Qu'est-ce qui les a intéressés? Il y a eu des productions de panorama, des festivals, des rétrospectives, des choses comme ça. Oui, et donc j'ai regardé un peu ça, ce qui a fait l'objet d'un chapitre, et puis après, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a dans ces films? Donc, c'est très riche, il y a l'influence de la littérature orale, donc d'où est-ce que ces films sont sortis? Qu'est-ce qu'on revoit dans ces films? Qu'est-ce qu'on trouve que les gens, que le public étranger ne connaîtrait peut-être pas? Ou si vous regardez un film et que vous ne connaissez pas, moi, mes études ont commencé par le conte, la littérature orale, ça c'était mon doctorat, mais le doctorat en France, donc le conte français. Et puis ensuite, je me suis intéressé à la littérature orale Igbo. Et donc, je connais bien cette littérature, et c'est vrai qu'elle influence énormément les films, que ce soit dans le contenu ou la structure. Et puis, il y a bien sûr d'autres choses dont on a parlé, comme le fondement spirituel des films. Il y a également la question de l'enfance dans les films. Donc, je me suis intéressée pas
pas du tout ou très peu au côté économique, parce que ce n'est pas ma spécialité, hein, mais plutôt au côté anthropologique. Qu'est-ce que ces films, qu'est-ce que ces films apportent? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que mon approche, c'est également celle du public. Parce que ce qui est amusant, c'est que les premiers films étaient vraiment mauvais du point de vue technique. Souvent, la musique était plus forte que le son. Alors, quand les gens parlaient, on n'entendait pas trop. Ou alors, il y avait des bruits qui n'auraient pas dû être là. Le travail de post-production n'était pas fait à l'époque. Et donc, c'était pitoyable, disons, et ça décourageait le public qui était habitué aux films occidentaux. Mais les Nigérians n'en avaient que faire. Ce qui les intéressait, eux, c'était le contenu, quelle que soit la qualité technique. Et très peu ont été découragés, sauf bien sûr les jeunes qui étaient nourris de films américains. Mais les autres, ce qui les intéressait, c'était qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils chantent, qu'est-ce que c'est la culture. Oh, wow, regarde le costume. C'est ça. Et donc, c'est ça qui m'a guidé dans l'arrangement progressif de mon sommaire, hein, du livre, essayant de capter les différents côtés de Nollywood pour essayer d'aider, d'introduire, parce que mon but, bien sûr, c'est de partager mon intérêt, ma passion avec les gens, et j'essayais de me dire, bon, de quoi les gens vont-ils avoir besoin pour comprendre mieux ces films? Bien sûr, on n'a pas tout dit dans un livre. Voilà. Et c'est pas fini d'ailleurs, je crois Non, comprendre. j'en ai 2 autres en préparation. Bon, bah alors, on va mettre 3 points de suspension à notre conversation. Il faudra que vous Ouais, reveniez pour, pour parler des 2 prochains. En tout cas, ce sera avec plaisir. avec plaisir. Merci. Je vous en prie, alors je répète, c'est important dans le descriptif, il y a toutes les informations si vous voulez vous procurer le livre, c'est Nollywood. On n'a pas dit grand-chose hein, du livre, hein. Il y a encore 98% de choses à découvrir dans le livre, hein. Je vous y invite. Le cinéma nigérian de 1991 à 2021, c'est dans la collection Images plurielles, scènes et écrans de chez L'Harmattan. Et Françoise Ugochukwu était là pour nous en parler. Merci en tout cas à vous, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Et puis, j'en profite pour remercier Kefren Mantout, qui, grâce à lui, vous êtes là, parce que c'est lui qui m'avait fait découvrir une émission dans laquelle vous avez participé. Donc, merci beaucoup, Kefren. Et puis, à très vite, Françoise. Merci à vous. Générique. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions. Just